Pour illustrer mon parcours professionnel en maîtrise, je vais utiliser la métaphore de la marguerite. Je vous invite à imaginer une plante verte qui ressemble à d'autres plantes vertes. Et pour une raison mystérieuse, il y a un bouton qui apparaît, une tige qui grandit et une fleur qui va éclore au grand jour. Le premier événement qui a fait apparaître le bouton à ma plante est l'article de Calvé qui suggère qu'une langue est un dialecte qui a réussi politiquement. Cette phrase a transformé la perception que j'avais de moi-même. Jusque-là, je pensais que la langue maternelle de mon père était une langue qui était un dialecte, donc une langue inférieure, une langue qui n'était pas valorisée, une langue un peu sauvage, qui n'était pas civilisée. Et d'un coup, je me rends compte que pourtant toute ma vie, j'ai fait une grande erreur, que la langue de mon père était une langue à part entière. Ce premier cours de maîtrise m'avait transformé de manière permanente. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ce jour-là, non seulement je me suis rendu compte, j'ai réalisé que la langue de mon père était une langue à part entière, mais j'ai aussi réalisé qu'il y avait vraiment une volonté internationale de changer cette perception entre langue et dialecte. Par exemple, il y a le cadre européen qui lui-même exprime l'importance de valoriser les répertoires linguistiques individuels des locuteurs dès les premiers apprentissages et tout au long de la vie, dont la finalité est le développement du plurilinguisme comme compétence. Ainsi, non seulement le premier cours de maîtrise avait transformé la perception que j'avais de ma propre identité, mais m'avait déjà donné de nouveaux outils afin d'améliorer mes compétences d'enseignante. Je m'étais promis que j'allais m'assurer dès le lendemain que toutes les langues qui étaient représentées dans ma salle de classe seraient valorisées. Le deuxième événement qui a continué cette transformation a été la lecture de Grosjean. Un bilingue n'est pas la combinaison de deux unilingues. Et moi, qui n'avais jamais osé me considérer autre que unilingue, me voilà encore transformée. Et la bonne nouvelle ne s'arrêtait pas là. Non seulement je devenais plurilingue, mais je ne faisais plus d'erreurs, je ne faisais plus des fautes, mais je faisais des code switching et des emprunts. Quelle bonne nouvelle j'allais annoncer à mes élèves le lendemain. Tout de même, je dois avouer que toutes ces discussions ont déstabilisé l'image que j'avais de ma propre identité. Ensuite, nous avons parlé de l'identité indélébile d'origine, l'identité adoptée, l'identité imposée, et toute la confusion identitaire qui est liée à des traumatismes d'ordre politique ou personnel. Il devenait évident que les cours de maîtrise étaient non seulement pour obtenir un diplôme, mais devenaient une thérapie de groupe et une thérapie individuelle, qui allait non seulement m'aider à devenir une meilleure enseignante, tout de suite, mais aussi allait m'aider à mieux me comprendre. Ainsi, je sentais grandir ma tige et grossir mon bouton de fleur. Un autre événement qui a continué à me transformer est la lecture de Cuche. Cuche qui expliquait que la notion de culture était étroitement liée à la notion d'identité et expliquait aussi l'existence de tensions entre culture et nature et entre identité et société. Il expliquait que les comportements qui sont contraires aux normes inculquées par la culture sont considérés comme contre nature. Ainsi, la culture s'oppose parfois à la nature. Là, j'étais perdue. Et je me suis posé la question suivante. Peut-on échapper à la culture? Ici, c'est Abdallah Pretsey qui est vraiment venu à mon aide. Abdallah Pretsey était un peu comme Cuche qui reconnaissait et valorisait la complexité de la notion de culture. Il mettait en garde sur le danger de construire des groupes culturels et de faire des sous-groupes et dériver à une multitude de microcosmes. J'aimais beaucoup aussi sur le fait que Abdallah Pretsey était clair sur la nécessité de comprendre, d'accepter, de travailler avec la complexité de la diversité et de l'interculturel au lieu de vouloir les simplifier. Ainsi, il y a des différences au sein d'un groupe, mais aussi chez l'individu lui-même. Abdallah Pretsey aussi insistait sur l'importance de centration sur l'apprenant et de comprendre que la culture joue un rôle mais ne définit pas tout l'apprenant. Ainsi, la culture n'est pas tout,
Et ce n'est pas rien non plus. Dagenet a bien résumé la situation en expliquant qu'un discours social trop soucieux de donner une image compatissante de soi-même et qui désire adhérer à une vision démagogique de la démocratie n'apporte que peu de solutions applicables en salle de classe. Mais là, je me suis posé une question. Finalement, que faut-il savoir des apprenants? La lecture de maîtrise qui m'a peut-être le plus aidée dans mon parcours professionnel a été l'article de Pinchot d'Enjolras Armand Gessac, Diversité culturelle et littératie. Dans cet article, les auteurs vraiment insistent sur l'étroite interdépendance entre la compétence de la langue 1 et de la langue 2, ainsi que sur le danger de baser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture sur le transfert des compétences en langue 1, car cette stratégie d'enseignement défavorise les apprenants qui ont peu d'expérience préscolaire en littératie en langue 1 et langue 2. Jusque-là, si je rencontrais une personne qui venait du Mexique, je pensais immédiatement que cette personne avait une littératie très développée en espagnol, par exemple. La même chose si je rencontre quelqu'un qui vient de Chine ou du Japon. Et après avoir lu cet article, je me suis rendu compte que je faisais une grave erreur. Ce qui a fait vraiment éclore ma fleur sont les discussions à propos de l'importance non seulement d'enseigner des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être et surtout de savoir vivre ensemble. Ainsi, les compétences interculturelles des enseignants eux-mêmes est venue au centre du débat. Burns, Espinosa et Snow insistent sur la valorisation des langues des enfants. Encourager aussi les parents à utiliser la langue maternelle à la maison, s'informer sur les pratiques et connaissances de littératie de nos apprenants, s'assurer des compétences culturelles des éducateurs, éducatrices, et instaurer un climat de confiance et respect mutuel. Toutes ces lectures, tous ces nouveaux concepts, toutes ces discussions ont bien compliqué ma vision de l'enseignement. Et pourtant, je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, je suis une enseignante bien meilleure que lorsque j'ai commencé cette aventure. Au cours de la maîtrise, je retournais dans ma salle de classe stimulée, enthousiaste, avec de nouvelles idées dont je pouvais faire profiter mes élèves chaque jour. Je me suis sentie de plus en plus épanouie, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Ici, je ne dois pas oublier de mentionner la plus belle chose qui m'est arrivée pendant la maîtrise. Je me souviens de la première fois quand Daniel Moore nous a proposé de faire du travail en groupe. Nous nous sommes tous regardés en roulant les yeux et en pensant « Oh mon Dieu, je n'aime pas ça. Ça va être une perte de temps et c'est moi qui vais faire tout le travail. » Et pourtant, ça a été la meilleure chose qui s'est passée au cours de cette maîtrise, car j'ai pu travailler pendant 2 années avec 3 collègues qui sont devenus 3 amis pour la vie. Nous étions toutes les 3 bien différentes, mais nous avions une chose en commun, la passion pour l'enseignement et la volonté d'apprendre le plus possible pendant ce programme. Aussi, nous aimions partager, collaborer et discuter. Et nous nous sommes aidés, soutenus, jusqu'au dernier jour, et nous nous soutenons encore aujourd'hui. Merci. Le plus grand défi que j'ai dû surmonter pendant la maîtrise a été ma lenteur à lire et aussi des problèmes financiers qui ont commencé mal et qui se sont empirés et empirés. Mais je dois avouer que ma lenteur à lire était pire que mes problèmes financiers. J'avais commencé le programme en pensant que j'allais être comme j'avais été durant ma première maîtrise, toujours à rendre de travail à temps, toujours à faire les lectures et en profondeur, sans aucun problème. Mais j'oubliais une chose, c'est que durant ma première maîtrise, je ne travaillais pas et je n'avais pas de problème financier qui me forçait à avoir 3 emplois au lieu d'1. Mais je n'ai aucun regret et je suis heureuse d'avoir entrepris cette aventure. Merci à tous.